chers élèves et visiteurs du forum AFFC. Vous êtes connectés à la table ronde que nous avons appelée agroalimentaire. Cette conférence va vous permettre de découvrir cette branche professionnelle très dynamique dans notre région. Il y a dans ce secteur de nombreux métiers et des carrières très variées. Donc, nous avons autour de la table des intervenants qui vont nous présenter ce secteur d'activité. Donc, je vais laisser la parole à Monsieur Jean-Michel Salon. Merci Natacha, bonjour à tous. Effectivement, je m'appelle Jean-Michel Salon, je suis le délégué général de l'ARIA Sud. L'ARIA Sud, c'est la Fédération régionale des industries agroalimentaires de la région Sud, Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui a deux grandes missions, défendre les intérêts des entreprises agroalimentaires de la région et les accompagner sur leur démarche de progrès. Alors, effectivement, je vais vous présenter quelques informations au sujet du tissu agroalimentaire de la région Sud, région composée de 6 départements, comme vous le savez, une des plus petites régions de France aujourd'hui. Le tissu agroalimentaire est caractérisé par des activités de transformation et de conditionnement de matières premières agricoles pour en faire des denrées alimentaires, aussi bien pour la consommation humaine que animale. Vous avez, de manière un peu synthétique, 8 grandes familles de produits. L'ensemble de l'industrie de la viande, donc ça va de l'abattage du bétail jusqu'à les préparations à base de viande, tout ce qui est conserve et salaison. L'industrie du lait, assez peu présente sur notre territoire, mais un secteur assez conséquent, une industrie assez lourde au niveau français, avec la fabrication du lait, des yaourts, du fromage, etc. L'industrie des conserves, très présente celle-là au niveau de notre territoire, ainsi que les activités de surgelés, notamment à base de fruits et légumes, mais aussi de poissons. Ça concerne également tous les plats cuisinés et confitures. L'industrie des céréales, évidemment, vous connaissez tous l'activité de fabrication du pain et de biscuits, mais aussi les pâtes alimentaires qui sont une industrie assez représentative sur notre territoire. L'ensemble de l'industrie des huiles et des corps gras, grosse région de production d'huile d'olive notamment. Un secteur une industrie variée qu'on pourrait caractériser comme étant celle de l'épicerie, aussi bien de l'épicerie sucrée que de l'épicerie salée. Donc tous les produits à base de chocolat, de confiserie, mais aussi les condiments, les épices. Donc ça, c'est une activité très importante sur notre territoire, reconnue pour son épicerie fine, pour son activité d'épicerie fine. Et deux autres industries qui sont l'industrie du sucre, très présente sur Marseille, et l'industrie des boissons, mais aussi des alcools, alors boissons alcoolisées, non alcoolisées, et tous les spiritueux, avec des entreprises leaders comme Ricard. Donc, vous connaissez très probablement beaucoup de noms de marques des entreprises agroalimentaires du territoire, que ce soit des multinationales comme Coca-Cola, Haribo ou encore Heineken, des belles marques françaises comme Panzani, Florette, mais également de nombreuses PME très caractéristiques de notre région, que ce soit le Roi René avec le Calisson-d'Aix ou Jean-Martin avec son taboulet ou ses tapenades. Bref, de belles marques, mais aussi de très nombreuses entreprises de petite taille. Je reviendrai là-dessus. Le tissu agroalimentaire de la région est composé de 1000 entreprises réparties sur l'ensemble du territoire et ça représente 13 000 salariés. Ça constitue le cœur de ce qu'on appelle la transformation alimentaire en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Si on élargit le périmètre à un ensemble d'entreprises qui travaillent beaucoup tout le conditionnement et l'activité de commerce interentreprise en alimentaire, ça représente un chiffre d'affaires de 7,7 milliards d'euros. Et c'est une activité qui est dans le top 5 des secteurs d'activité régionale, donc une activité importante et forcément qui propose beaucoup d'emplois.
En termes de disparité géographique, la présence du port de Marseille, mais également une forte production légumière et fruitière dans le Vaucluse, fait que les entreprises agroalimentaires se sont essentiellement concentrées sur l'ouest de la région, c'est-à-dire principalement sur le Vaucluse et les Bouches-du-Rhône, ces deux départements représentant plus de 70% de l'implantation des entreprises. Mais des entreprises agroalimentaires, vous en retrouvez sur tous les territoires, et l'est du territoire est caractérisé par beaucoup de TPE, d'entreprises de plus petite taille. Mais une des caractéristiques de l'industrie agroalimentaire, c'est qu'elle est présente sur l'ensemble du territoire. Évidemment, on pense facilement à l'ensemble des fruits et légumes sur notre région, puisque on est une région de forte production légumière et fruitière. Mais en fait, il ne faut pas confondre production agricole et transformation alimentaire. Et en réalité, il y a 5 secteurs de transformation alimentaire qui sont surreprésentés dans notre région par rapport à la moyenne nationale. Et d'une part, tout ce qui est condiments, assaisonnement. Nous avons de belles marques, dont une que je n'ai pas citée tout à l'heure, qui est par exemple la marque Ducros, un des leaders sur les épices, mais également la fabrication de pâtes alimentaires. Panzani a plusieurs sites de transformation implantés sur le territoire. Il y a également de très belles PME et TPE qui fabriquent des pâtes sèches ou fraîches. La fabrication d'huile, et notamment d'huile d'olive, avec beaucoup de moulins qui aménagent le territoire. On regarde l'ensemble des territoires de l'agriculture caractéristiques de notre région. Évidemment, le vin. L'ensemble de nos vignobles amènent des acteurs de la vinification sur ce territoire et des acteurs de toute taille. Et enfin, 5e secteur surreprésenté dans notre région, peut-être moins connu, sont les activités du travail des grains. Donc, c'est essentiellement la boulangerie, tout ce qui est biscuiterie. Nous avons beaucoup d'acteurs sur cette activité. Le tissu des entreprises est caractérisé par une grande diversité de tailles d'entreprises, aussi bien des TPE de moins de 10 salariés que des grandes entreprises de plus de 5000, énormément de PME, quelques ETI. L'avantage d'avoir cette typologie d'entreprise sur notre territoire, c'est que en fonction de ce que l'on aime, on peut aussi bien aller chercher un travail très polyvalent dans une TPE en étant en charge de tâches très multiples, comme d'être un expert d'une grande entreprise, de travailler sur un poste bien précis, mais aussi de pouvoir évoluer au sein de cette entreprise compte tenu des possibilités d'évolution qu'offrent ces grandes entreprises et même les ETI. Pour terminer cette présentation du secteur, j'aimerais partager et conclure avec vous vraiment que cette filière alimentaire est au cœur d'enjeux importants, notamment au regard de la crise qu'on connaît aujourd'hui, que ce soit sur des aspects de sécurité alimentaire, que sur des aspects de transition écologique, sur le développement de nouveaux modèles de commercialisation, ou encore sur le développement à l'export, puisque l'industrie agroalimentaire est un des fers de lance à l'exportation pour la France, et c'est le cas aussi pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Voilà, rentrer dans la filière alimentaire, c'est rentrer au cœur des enjeux de notre société. Voilà, je vous remercie. Merci Jean-Michel. Nous allons passer la parole à Fleur Masson qui va nous présenter un petit peu le travail qu'elle effectue sur l'ARIA. Donc merci Jean-Michel. Effectivement, je prends la suite pour dans la continuité de ce que vient de nous expliquer donc Jean-Michel Salon. Je m'appelle Fleur Masson, je travaille aussi à l'ARIA Sud et je suis directrice du service entreprise, c'est-à-dire que je pilote, on va dire, j'ai plus ou moins en charge ce service qui consiste à accompagner les entreprises dans leur démarche de progrès au travers toute une batterie de services. Alors, je continue effectivement ce qu'expliquait Jean-Michel sur
toutes ces possibilités qui sont offertes hein, quand on entre dans l'agroalimentaire, on entre au cœur d'enjeux qui sont vraiment passionnants. Alors, on peut imaginer, alors j'ai toujours pas réussi à descendre mon PDF, c'est quand même embêtant, à chaque fois j'ai le même problème, il y a 8 grandes familles de métiers qu'on retrouve, alors spécifiquement dans l'agroalimentaire, mais pas que. Mais en tout cas, on peut considérer que les 8 grandes familles de métiers sont les suivants, donc les métiers de la R&D, donc toute la partie qui est très en amont pour aller inventer un petit peu ce qu'on va manger, la façon dont on produit, etc. Donc c'est tous les métiers de technicien de recherche, responsable innovation, responsable R&D, ingénieur en R&D, etc. Ensuite, on a une deuxième typologie de métiers qui sont les métiers du marketing et de la communication. Donc là, on est chargé d'études. On va essayer de comprendre un petit peu avec ce métier du marketing quels sont les besoins et les attentes des consommateurs pour ensuite produire les produits qui répondent à ces besoins. Ensuite, on a une troisième grande famille qui est le métier des achats et des ventes. Alors aussi bien effectivement pour négocier les achats que pour vendre les produits. Donc acheteur, chargé de relations clientèle, responsable des ventes, technico-commercial, responsable compte clé jusqu'à directeur commercial, directeur des achats, etc. Ensuite, il y a les métiers de la qualité. Donc les qualiticiens qui sont chargés de faire respecter toute une batterie, on va dire, de procédés, de façon à ce que les produits agroalimentaires soient les plus sécurisés possibles, hein, parce qu'effectivement c'est hyper important cette notion de sécurité et de qualité, surtout en agroalimentaire. Donc là on parle de chargé de sécurité hygiène environnement, on parle de responsable qualité, on parle d'agréeur qualité, etc. Les métiers de la production, là, c'est le cœur du sujet, c'est-à-dire que c'est l'industrie, hein, donc du conducteur de ligne jusqu'au directeur industriel. Il y a tous ces métiers qui vont toucher à la fabrication, en fait, à la production de ces denrées alimentaires. Les métiers de la maintenance, d'agent de maintenance à responsable de maintenance, donc c'est un secteur aussi qui est très important et qui est très en demande d'ailleurs de main-d'œuvre et de cerveau. Les métiers de la logistique, aussi bien pour gérer la partie acheminement que aussi bien pour quand on achète que quand on vend. Hein, donc il faut de responsable logistique à préparateur de commandes en passant par magasinier, agent de réception, etc. Et puis enfin, les fonctions support. Donc là, ce sont des métiers qu'on pourrait retrouver un peu plus, un peu partout, sans pour autant, voilà, c'est un petit peu moins spécifique. Donc RH, hein, tout ce qui est ressources humaines, chargé de ressources humaines, responsable des ressources humaines, toute la partie comptabilité, administrative et financière de l'entreprise. Donc ça, c'est les grandes familles de métiers qu'on retrouve dans l'agro. Je vous présenterai juste après ça quelques fiches un peu plus dans le détail sur un métier par famille. Mais avant ça, je voudrais quand même revenir avec vous sur le fait que, alors on va regarder, c'est un schéma qui est très intéressant. Donc c'est les perspectives de recrutement par famille de métier. On voit par exemple que les entreprises vont recruter sur 100% de recrutement, 1% des recrutements va concerner les métiers de la R&D, 2% va concerner les métiers du marketing et de la com. 2% va concerner les métiers de la qualité. Ensuite, on a 12% pour la logistique, 13% pour les métiers de la maintenance et des fonctions support, donc qui sont un peu, comme je vous l'expliquais, une sorte de pot pourri de différents métiers. Les achats-ventes, 31%, et puis la production, 49%, donc quasiment la moitié. Alors, il y a des études qui disent que c'est plutôt 70%, mais en tout cas, de 50 à 70% des besoins de recrutement, ça concerne la production. Donc, ce qui est très important de savoir, c'est que finalement, la cible que les étudiants, que vous, lycéens, quand vous cherchez, pourquoi pas vous orienter, en tout cas, à frapper à la porte d'une industrie agroalimentaire, en tout cas à faire carrière, peut-être qu'il peut être intéressant, intelligent, de cibler ces métiers qui sont soulignés en rouge ici. Donc, pour caricaturer encore plus le propos, on pourrait considérer qu'il y a 3 typologies de métiers dans l'agroalimentaire. On a des métiers attractifs, hein, qui intéressent beaucoup les jeunes et les moins jeunes d'ailleurs, mais qui recrutent très peu. Donc, c'est tous les métiers de la R&D, les métiers du marketing et les métiers de la qualité. Alors, ça peut être assez logique parce que dans une entreprise agro, ben, il faut beaucoup de monde pour faire produire la machine. Et puis, parfois, on n'a qu'un seul responsable R&D, quoi. Voilà. Alors qu'on peut avoir 50, 60, 70 personnes à la production. Donc, forcément, il y a cette réalité qu'il faut bien comprendre, c'est que ce sont des métiers qui peuvent être attractifs parce qu'intéressants, etc., mais avec peu de perspectives de recrutement.
Deuxième catégorie, deuxième typologie, on a les métiers de la logistique et des achats-ventes. Donc là, qui sont avec des dynamiques, comme je vous montrais tout à l'heure, on est sur du 13% pour la maintenance, 31% pour les achats-ventes. Donc on est plutôt sur des métiers porteurs qui offrent des vastes débouchés, des perspectives de carrière qui sont réelles, hein, qui sont avérées. Et puis une troisième typologie, on est plutôt sur des métiers industriels en tension avec une embauche quasi assurée. C'est-à-dire que si vous êtes intéressé par la maintenance ou la prod, quel que soit le niveau de qualification, on peut dire, à partir duquel vous souhaitez faire carrière, l'embauche est quasiment assurée parce qu'on est en demande, l'agroalimentaire est en demande de ces profils. Donc, il faut avoir ça en tête avant de partir à l'assaut de cette filière agroalimentaire, c'est qu'il y a ces trois grands types de métiers. Donc, je vais aller un peu plus loin en vous précisant un petit peu les détails de quelques-uns de ces métiers. Alors, mais je vais pas m'étendre sur ces trois premiers métiers que je vous avais évoqués comme étant pas forcément les plus ceux qui recrutaient le plus. Donc, responsable R&D, premier métier. Alors voilà, relativement peu d'opportunités pour ce métier, mais donc le responsable R&D a pour mission la définition des grands axes d'innovation produit et process de l'entreprise. Alors c'est quelqu'un qui va faire beaucoup d'essais de faisabilité d'un point de vue technique, tout en conservant ou en développement de nouvelles caractéristiques organoleptiques. Il recherche la satisfaction des clients et des consommateurs en garantissant la sécurité alimentaire et le respect des réglementations en vigueur. Donc c'est un peu le géo-trouve-tout de l'entreprise qui malgré tout doit quand même conserver effectivement la qualité intrinsèque du produit en la faisant évoluer et en respectant évidemment les contraintes de sécurité qui sont très fortes en agroalimentaire. Voilà. Mais comme je vous l'expliquais, je ne vais pas m'étendre sur ce profil puisqu'il est peu, c'est un métier qui est peu pourvu, qui est compliqué à avoir. Deuxième métier qui fait partie de cette grande catégorie des métiers qui recrutent peu, le responsable qualité. Alors lui, c'est effectivement le personnage clé dans le sens où il est chargé de contrôler toute la chaîne de fabrication d'un produit et de garantir la sécurité des aliments. Évidemment que c'est hyper important. Aujourd'hui, quand vous achetez à manger en grande surface ou n'importe où, vous n'allez pas vous poser la question de la sécurité alimentaire du produit. Parce que ça fait partie des choses qui sont aujourd'hui absolument naturelles. Mais il faut quand même se rappeler qu'au début du siècle, il y a une centaine d'années, les gens qui mouraient d'intoxication alimentaire étaient quand même, c'était hyper régulier, quoi. C'était courant, quoi. Alors aujourd'hui, on s'est habitué à tout ça, mais on a mis en place des process qualité et la sécurité. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion d'aller dans une entreprise agroalimentaire, mais c'est quand même très poussé. Il y a un niveau d'expertise et de professionnalisme pour garantir cette sécurité alimentaire qui est absolument extraordinaire. Donc, c'est le métier de responsable qualité. Alors, chef de produit, ça c'est la thématique commerce. Commerce, qu'est-ce que je raconte? Marketing, excusez-moi, je bafouille. Donc la thématique marketing, le chef de produit, alors c'est pas le premier niveau, mais c'est un niveau quand même assez, on va dire assez médian dans le métier du marketing. Il va être en charge du développement d'un produit ou d'une gamme ou d'une marque, depuis la conception du produit jusqu'à leur mise sur le marché. Donc le responsable, le chef de produit va être en relation étroite avec les besoins du marché et les besoins du commerce et les besoins comment dire, la façon de fonctionner en interne pour produire. Donc c'est un peu la clé de voûte et il va donc s'assurer que le produit qu'on est en mesure de produire correspond à des besoins, etc. Mais donc voilà, peu d'opportunités aussi pour ce type de métier, le métier du marketing. Donc là, on va entrer dans la deuxième étape, enfin, le deuxième grand secteur qui est plutôt la partie de ces métiers qui sont plutôt en croissance, hein, les métiers du commerce et de la logistique, du commerce, des achats, ventes et de la logistique. Donc des métiers avec davantage de possibilités de recrutement et de carrière. Donc je vous parle tout de suite du métier de chef de secteur. Alors chef de secteur, c'est un commercial, hein. Il est responsable des ventes sur un secteur, sur une région donnée. C'est lui qui surveille les appros et les rentrées d'argent avec pour but de faire augmenter le chiffre d'affaires. Donc le chef de secteur, il est sur le terrain et l'objectif, c'est que les produits se vendent, soient visibles dans les magasins et qu'on les achète, etc. Donc les opportunités, comme vous le voyez sur le dessin, elles sont présentes, elles sont là. Alors quelles sont les activités principales de ce chef de secteur?
Alors, il travaille pour les grandes surfaces alimentaires ou spécialisées. Qu'est-ce que c'est que ces grandes surfaces? C'est Carrefour, c'est Lidl, c'est Auchan, ou spécialisé, la GSS. Ça peut être aussi les réseaux spécialisés bio, ça peut être l'épicerie, etc. Donc, il est vraiment, ce chef de secteur, en quotidien, en relation étroite avec ses distributeurs, qui sont les gens chez qui vous allez acheter les produits. Donc, le principal objet de ces actions, c'est les produits. Hein. Donc, il travaille vraiment sur comment est-ce que je mets en avant mon produit pour le vendre le mieux possible. Donc, il va déterminer les objectifs de vente, il va s'assurer que les produits sont bien référencés sur sa zone, il va aller voir dans tous les magasins si les produits sont bien dans les magasins, etc., s'il y a un renouvellement automatique et régulier des commandes. Il se renseigne sur les nouveaux produits mis en vente, leurs caractéristiques. Il est responsable du budget alloué à la pub et aux offres promotionnelles. C'est hyper important aujourd'hui dans le commerce, ce qu'on appelle la promotion. Alors, c'est peut-être que ça devrait être différent aujourd'hui. Alors, on est dans une ère, on va dire, on va plutôt chercher de la valeur ajoutée sur les produits. Peut-être que la promotion, bref. Toujours est-il que ça fait partie de son travail que travailler les promos. C'est lui qui travaille le marketing, le merchandising, hein, comment est-ce qu'on va animer son produit en rayon. Il va dans tous les points de vente, il connaît les chefs de rayon, etc. Donc c'est un métier quand même, on est beaucoup sur le terrain, avec beaucoup de relations humaines. Il fait des comptes rendus à partir des infos, etc. Évidemment, il a des retours réguliers à sa direction. Il est relativement peu dans son bureau, plutôt souvent dans sa voiture, et avec un téléphone vissé à l'oreille. Donc c'est quand même un métier on va dire, de contact. Alors, quelles sont les aptitudes professionnelles qu'on attend d'un chef de secteur? Il doit connaître parfaitement ses produits. Alors, évidemment, c'est pas mal, dans l'agroalimentaire en général, c'est quand même pas mal, on va dire, d'être convaincu par son produit, d'aimer le produit. Généralement, dans l'agro, les commerciaux dans l'agro, c'est plutôt des gens qui sont bons vivants, qui aiment le terroir, qui aiment les produits, qui aiment manger, etc. Qui sont passionnés par l'industrie, par la façon dont un produit a été conçu, enfin voilà. Donc, plus que ça, il a quand même des connaissances en marketing, en réglementation, évidemment. L'anglais est évidemment un atout, voire une maîtrise indispensable. Et donc, comme je l'expliquais, voilà, on est quand même beaucoup en déplacement. Il faut bien gérer son stress et un rythme de travail qui est quand même soutenu. Il faut être à l'écoute, il faut être rigoureux. Voilà. Carrière, donc on peut devenir chef de secteur en sortant de formation. Donc, ça peut être un recrutement à partir d'un bac+4. Vous avez un salaire fixe, généralement avec des primes, c'est-à-dire qu'en fonction des chiffres, il y a des primes, soit au pourcentage, soit, voilà, soit avec des paliers, etc. Et au niveau de la carrière, soit il restera dans le commerce pur pour devenir ensuite chef de vente, directeur régional, soit il pourra évoluer vers des postes de marketing. Et donc, pour accéder à ce métier, et ben, ça peut être un bac+2 directement, même si, dans les faits, les recruteurs vont privilégier les candidats qui possèdent un bac+4. Donc, ce qui est recommandé, ça peut être de préparer une licence professionnelle et puis ensuite d'entrer dans une école de commerce. Voilà. Voilà pour ce métier de chef de secteur. Je vous parle désormais d'un métier qui est celui de responsable logistique. Donc, c'est également un métier, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, pour lequel il y a de véritables opportunités. Donc, le responsable logistique est le garant de la politique d'approvisionnement et de distribution des produits d'un site industriel ou logistique. Donc, la logistique, c'est pas le nerf de la guerre, mais c'est peut-être bien le nerf de la guerre quand même. Donc, quelles sont les activités principales de notre responsable logistique? Et bien, il va, dans un premier temps, organiser le flux des marchandises. Donc, il gère les flux depuis la réception des matières premières jusqu'à la livraison des produits finis. Il assure l'expédition, le traitement des commandes, le transfert des produits, l'emballage, le transport. Il optimise les achats, donc le stockage, le transport. Et le principe, c'est de réduire évidemment les coûts d'approvisionnement sans pour autant perdre de vue la qualité et la sécurité. Il prospecte sans cesse de nouveaux marchés et recherche les meilleures techniques de transport et de stockage. Et puis, il gère les commandes directement avec les fournisseurs. Donc, il va gérer les magasins de stockage, effectuer des inventaires. En GMS, il va garantir la disponibilité d'un produit en rayon, mais ça ne nous concerne pas trop. Et dans une industrie, il veille à la réserve des matières premières par rapport au planning de prod. C'est hyper important pour pas qu'il y ait de rupture. Quelles sont les compétences requises? On va dire de la rigueur.
parce qu'il faut être précis, concret, rigoureux. Il doit penser à tout. C'est quelqu'un qui est quand même un esprit très synthétique, très, très pragmatique. Le sens de la diplomatie, parce qu'il est en lien avec tous les services. Et il va devoir concilier les besoins et les contraintes, parfois contradictoires, des uns et des autres. Donc il faut être quand même dans la diplomatie. Les nouvelles technologies, évidemment, alors on parle ce qu'on appelle avec des outils connectés, des logiciels, des ERP, il faut maîtriser l'anglais, il faut être quand même quelqu'un qui maîtrise un petit peu, on va dire, qui est à l'aise avec tous ces outils, ces CRM, etc., de maîtrise des stocks notamment. Alors c'est plutôt un métier de bureau et de terrain. C'est pas trop un métier d'ordinateur, mais c'est un métier quand même où on est dans les stocks, où on est aussi bien sur le terrain que dans les bureaux. Il travaille beaucoup avec les logiciels, comme je l'expliquais, de GPAO, les ERP, etc. Respecter les délais, un retard de livraison, une erreur de coordination et tous en règle. Et aujourd'hui, c'est vrai que les entreprises sont aussi challengées sur leur taux de satisfaction, donc sur le taux de livraison. Encadrer une équipe selon ses responsabilités, il encadre le travail d'opérateur ou dirige un service logistique. Il gère parfois les projets d'équipement logistique. Donc, il est vraiment en relation étroite avec d'autres humains, quoi. C'est un métier de contact aussi. Il n'est pas que dans les stocks et dans les matières premières. Carrière et salaire. Les cadres sont recherchés, mais on peut aussi accéder à ces métiers en étant technicien supérieur ou agent de maîtrise, avec une licence professionnelle. Voilà. Salaire de débutant, 1006, entre 1600 et 2600 euros brut par mois. Voilà. Donc, un BTS transport et prestations logistiques, un DUT gestion logistique et transport. Voilà, on peut accéder à ce métier-là, soit que ce soit un bac plus 2, un bac plus 3, un bac plus 4, un bac plus 5. Il y a différents types de passerelles pour y accéder. J'arrive maintenant sur les deux derniers métiers que je vais vous présenter. Donc, le métier de conducteur de ligne et technicien de maintenance, qui sont des métiers en tension. C'est-à-dire qu'il y a des vrais besoins de main-d'œuvre de recrutement sur ces secteurs de production. Alors, le conducteur de ligne s'occupe du bon déroulement de la fabrication des produits. Donc, il va mettre en route la machine, contrôler les opérations ainsi que les produits finis. Donc, c'est un métier qui est très, très varié. Alors, les activités principales du conducteur de ligne. Donc, gérer dans un premier temps un ensemble de machines. Le conducteur est un responsable d'une ligne de fabrication qui est composée de machines très souvent automatisées, et donc il va assurer le bon fonctionnement de ces machines et coordonner l'activité des opérateurs chargés d'une tâche spécifique. Il va également programmer la fabrication. Voilà, alors ce qui est compliqué, c'est bien gérer le timing, les quantités, la cadence. Il va effectuer des réglages, contrôler l'approvisionnement en matières premières et surveiller le déroulement des opérations grâce à des écrans, grâce à des compteurs. Donc, il est vraiment en responsabilité de ce que la fabrication se déroule sans accroc et de manière régulée. Et puis, à chaque étape, il va vérifier l'aspect des ingrédients et en bout de chaîne, il va contrôler la qualité du produit fini. Donc, il est vraiment garant du bon déroulé de la fabrication. Quelles sont les compétences métiers attendues? Donc la maîtrise évidemment du process industriel, technique de mise en œuvre, matières premières, produits. Donc ce suivi en continu va demander à l'opérateur une grande attention. Respect des normes d'hygiène et de qualité, évidemment, qui sont très sévères, comme je l'expliquais tout à l'heure dans l'agroalimentaire. Fabriquer un produit alimentaire, en fait, c'est avoir la responsabilité de la sécurité des personnes qui sont amenées à consommer ce bien, ce produit. Et puis enfin, vigilance et réactivité. Le conducteur doit faire preuve de vigilance, de rigueur et de réactivité pour suivre les cadences des machines en temps réel et réagir très rapidement en cas de problème. Perspective d'embauche, le conducteur peut être salarié d'une PME ou d'un grand groupe. Donc avec l'automatisation croissante de la fabrication et les contrôles qualité de plus en plus élaborés, le secteur offre de belles perspectives d'embauche. Et c'est vrai qu'en région sud,
les entreprises agroalimentaires sont engagées massivement dans des programmes de transformation digitale et numérique. Et on est de plus en plus, même en agroalimentaire, parce qu'a priori, on n'a pas l'impression que c'est le cas, alors que c'est absolument faux, mais en agroalimentaire, on a des industries 4.0 tout à fait à la pointe de la technologie. Donc c'est vrai que tout ça, ce sont des perspectives, évidemment, d'embauche sur ces métiers. Quel type de promotion ou d'évolution? Eh bien, un conducteur de machine peut évoluer vers le poste de chef d'équipe, et puis de responsable de production, et pourquoi pas de chef d'atelier, et pourquoi pas responsable industriel. Il participe alors aux enjeux de la production. Et on démarre au SMIC, directement après le bac, ou avec un bac plus 2, BTS agricole, ou DUT packaging, emballage et conditionnement. Voilà pour ça. Et puis, je vous propose le dernier métier en tension, qui est le technicien de maintenance. Alors évidemment, j'ai fait des focus très spécifiques, mais il y a aussi le responsable de maintenance, il y a aussi l'agent de maintenance, mais j'ai fait des focus spécifiques sur certains métiers, hein, pour être plus concrète, même si, comme vous l'avez compris, les métiers sont très nombreux et très variés. Mais il faut que vous ayez comme ça cette connaissance de ces possibilités et de ces voilà, des métiers qui sont en tension, des secteurs qui sont en tension, des familles qui sont en tension, et les autres. Alors, le technicien de maintenance, alors bon, c'est un monsieur qu'on a représenté parce que c'est souvent des hommes, mais c'est pas toujours le cas. Donc, fortes opportunités d'emploi. Et donc, son métier, c'est de travailler sur les machines de production. Il va essayer de prévenir plutôt que de guérir. Il fait de la maintenance de prévention, hein. L'idée, c'est que tout se passe toujours bien. Le technicien de maintenance occupe un poste clé. Il doit garantir la continuité de la production et fiabiliser les équipements par des examens réguliers. Évidemment, s'il y a une panne, il va réparer, mais l'idée, c'est quand même d'être dans de la prévention plutôt que de l'urgence. Quelles sont ces activités? Donc, anticiper la panne, hein, comme je vous l'expliquais, donc c'est l'objectif prioritaire. La moindre défaillance technique peut entraîner des coûts élevés. Donc, mieux vaut miser sur le contrôle, la surveillance et l'entretien régulier. Dépanner, si malgré tout une panne survient, il faut intervenir au plus vite. Le technicien de maintenance va changer la pièce, modifier les réglages et remettre en service la machine le plus vite possible, parce que le temps, c'est de l'argent dans ce cas-là. Et puis, optimiser l'outil. C'est-à-dire que lui, il a cette maîtrise-là et il est censé être à l'affût des évolutions technologiques et proposer, pourquoi pas, des évolutions de l'outil pour aller vers des performances industrielles sans cesse améliorées. Qu'est-ce qu'on demande à un technicien de maintenance? Qu'il soit curieux, hein, qu'il ait un bon raisonnement, une bonne analyse, un esprit méthodique, qu'il soit autonome et qu'il ait une souplesse relationnelle importante, parce qu'il va toujours travailler parfois en tension avec différents corps de métier, quand il y a une urgence, etc. Donc réactivité accompagnée de calme et de rigueur vis-à-vis des dépannages. Ceci nécessite en effet de ne pas avoir peur de prendre des décisions et d'agir dans des situations risquées tout en respectant les consignes de sécurité. Voilà. Alors c'est pas toujours facile, parfois il y a des manutentions de charge, parfois il y a du bruit. Ça reste un métier qui demande d'aller un peu, d'aller un peu au boulot. Voilà. Et parfois il y a des conditions qui peuvent être un peu des facteurs dits de pénibilité. Voilà. Évidemment, donc les compétences métiers, c'est le goût de la technique. Donc, si la personne effectivement maîtrise les disciplines que sont les automatismes, la mécanique, l'hydraulique, le pneumatique, l'électricité industrielle, ce sera évidemment toujours apprécié, hein. Le sens de la communication, parce qu'être un as de la technique ne suffit pas, il faut savoir s'informer et informer les autres. Il faut dialoguer, il faut travailler en équipe et résoudre des problèmes parfois complexes. Et puis, il faut savoir s'adapter. Les entreprises recherchent des professionnels flexibles, disponibles, prêts à se remettre en question pour mieux évoluer. Voilà, tapis rouge aux techniciens maintenanciers, capables de s'adapter sans cesse, aussi bien à de nouveaux matériels qu'à de nouvelles pannes. Donc, comme je vous l'expliquais, il y a des besoins croissants sur ce métier spécifiquement dans tous les secteurs industriels et notamment évidemment en agroalimentaire, hein. La maintenance recrute. Donc, il faut être polyvalent et il faut de l'expérience pour évoluer dans la maintenance, mais on peut évoluer. Voilà. Salaire du débutant entre 1005 et 1009. Donc voilà. L'accès au métier, qu'est-ce que je peux vous dire? Après un bac S ou un bac techno, on peut préparer un BTS ou un DUT. Donc un BTS mécanique, BTS maintenance industrielle, électrotechnique, etc.
Et après un BTS ou un DUT, certaines sciences et technologies orientées gestion de la production industrielle permettent en un an d'accéder à des postes de responsable en maintenance. À retenir, la moitié des techniciens débutants ont un bac+2, 16% un bac pro et 19% des diplômés en maintenance ont été formés par le biais de l'apprentissage. Donc l'apprentissage, c'est une voie royale aujourd'hui, notamment sur ces métiers de la production, pour intégrer les entreprises et se faire une idée en même temps qu'on apprend et apprendre plus vite. Hein. C'est vrai que c'est aujourd'hui très apprécié par les entreprises qui accueillent de plus en plus d'apprentis sur ces métiers-là. Voilà, j'ai un peu fini la présentation des métiers. Je voulais faire un petit clin d'œil au film Bienvenue chez les Ch'tis, parce qu'a priori, l'agroalimentaire fait parfois un peu peur quand on ne connaît pas très bien. Et c'est un peu comme la phrase de Danny Boone qui expliquait que dans le Nord, on pleure 2 fois, une fois en arrivant et une fois en repartant. Ça me fait penser un petit peu à l'agroalimentaire, parce que l'agroalimentaire, c'est un peu pareil. Parfois, il y a cette espèce d'appréhension, et une fois qu'on est rentré, on est très attaché à la filière, on n'en ressort pas. C'est-à-dire que vous parlez à des gens qui travaillent dans l'agro, ils ne quittent pas l'agro, quoi. Ça fait partie dans le sang, après. C'est-à-dire que ça fait partie de cette grande famille dans laquelle on évolue et on a l'impression que le reste manquerait de saveur, quoi. Parce qu'on est vraiment au cœur d'enjeux qui sont passionnants. Donc, une fois qu'on est rentré, on en ressort rarement. Voilà. Donc, je vous remercie pour votre attention. Je vous rappelle que l'agroalimentaire vous attend, vous tend les bras en région sud, mais sachez cibler les familles de métiers qui sont particulièrement en tension. Voilà. Merci à vous. Merci Fleur. Je vais donner la parole à Marie-Josée Gasset qui va nous parler de son métier. C'est un petit focus sur un métier un peu particulier dans l'agroalimentaire. Donc, je vous laisse la parole, Marie-Josée. Alors, donc effectivement, je suis Marie-Josée Gasset, donc je suis auditrice multiréférentielle cosmétique, agriculture biologique, préparateur, distributeur, importateur. Je suis un organisme certificateur qui s'appelle EcoCert. Alors, du coup, donc, je vais vous présenter tout d'abord donc mon entreprise qui est EcoCert. Alors, EcoCert, qui on est? Donc, on est un organisme certificateur créé en 1991. Donc, vous avez ci-dessous un petit peu les principales étapes clés qui jalonnent l'histoire de l'entreprise, qui est engagé pour des pratiques respectueuses de l'homme et de l'environnement et qui est numéro 1 mondial de la certification biologique en alimentaire et cosmétique. Donc très rapidement, vous retrouvez donc les étapes clés depuis 1991. Donc on fête cette année nos 30 ans, avec en 1994 la première implantation à l'international. En 2002, la création donc, du référentiel cosmétique, qui était le premier référentiel mondial de la cosmétique biologique. En 2007, le référentiel pour le commerce équitable. 2014, la création d'une filiale indépendante de formation et conseil. Poursuite de la croissance en 2019 avec les USA. Et 2020, renforcement de notre pôle conseil en RSE, donc avec le rapprochement d'un cabinet conseil qui s'appelle Des enjeux et des hommes, qui a permis de créer donc un véritable pôle conseil RSE de premier plan. Ensuite, donc, nos grands axes sont les suivants. Donc, on a la partie formation, la partie conseil, la partie certification, qui ont donc tous les trois pour but de guider les opérateurs vers l'éco-responsabilité. Donc, la formation avec une offre clé en main ou personnalisée pour développer les compétences des opérateurs à travers l'expérience qu'on peut avoir sur le terrain. La partie conseil, donc avec un accompagnement qui est fait sur mesure pour conseiller les opérateurs autour d'un projet de développement durable. Et la partie certification, donc, qui n'est pas la moindre, avec donc à ce jour plus de 150 référentiels qui sont sélectionnés pour leurs exigences toujours en matière environnementale ou sociétale pour valoriser donc vos pratiques. Et donc avec ces trois grands axes qui sont tous orientés pour guider l'opérateur vers l'éco-responsabilité. Ensuite, donc, on retrouve l'ancrage de la société. Donc, on a un ancrage local à l'échelle internationale, puisqu'on intervient donc, dans 26 pays donc, à ce jour. Et vous retrouvez la répartition au niveau des différents continents donc, dans cette diapositive. Et un recrutement donc, qui se fait en local. Donc, à titre d'exemple, par exemple, en France, on a 200 auditeurs à ce jour qui sont répartis sur l'ensemble du territoire.
Ensuite, une expertise reconnue, vous connaissez sûrement des marques parmi ces grands groupes que l'on peut certifier donc dans différents domaines, que ce soit la cosmétique, les textiles, les éco-produits, l'environnement, l'agriculture et l'agroalimentaire. Et ensuite, en dessous, différentes institutions avec lesquelles nous travaillons. Ensuite, donc, je vais vous présenter 4 valeurs importantes au niveau de l'entreprise. Donc, la première et celle qui nous tient principalement à cœur, donc, qui est l'engagement, puisqu'on est une entreprise très engagée par rapport à ce que nous faisons. Donc, c'est important pour nous de croire en ce que nous faisons et de montrer l'exemple à nos opérateurs en menant nous-mêmes des actions en faveur de l'environnement et d'adopter nous-mêmes un comportement et des choix responsables. Le deuxième, c'est l'intégrité. Donc, c'est aussi une valeur qui est très importante au niveau de notre métier d'organisme certificateur, donc ce qui va être l'honnêteté, l'impartialité, la transparence et le respect des individus. Troisième valeur, l'innovation, donc pour être en accord avec les exigences de notre époque et puis pour pouvoir répondre au mieux aux aspirations de nos clients et des consommateurs. Et la dernière valeur, donc l'esprit d'équipe, donc pouvoir compter les uns sur les autres, se respecter et partager donc un objectif commun. Ensuite, donc un petit focus sur notre politique RSE. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, donc la RSE, qu'est-ce que c'est? C'est la responsabilité sociétale des entreprises. Donc, en fait, c'est le fait de prendre en compte les enjeux environnementaux, sociaux, économiques, éthiques, donc dans les activités de l'entreprise. Donc, ça va permettre en fait de créer un lien de confiance avec ceux qui agissent pour le bien des générations futures, donner l'exemple à travers donc nos actions environnementales, de nous développer durablement partout dans le monde par rapport à la croissance qui est la nôtre, de coopérer avec notre écosystème et de sensibiliser la société à des pratiques durables, et puis enfin donner donc à nos collaborateurs les moyens de s'épanouir. Et pour ceux que ça intéresse, vous pouvez retrouver donc notre rapport RSE sur le site internet. Ensuite, donc, je vais vous présenter nos métiers. Et tout d'abord, donc, je voulais faire un petit zoom par rapport à la bio, qui est donc un marché sur lequel on se positionne essentiellement. Donc déjà, quelques mots sur la bio. Donc, quels sont les objectifs de la bio? Donc, ça va être le respect de l'environnement, de la biodiversité, du bien-être animal. Et ce qu'il faut savoir, c'est que seuls les produits qui en sont issus peuvent porter donc, le logo européen et la marque AB. Donc, vous voyez les logos. Au niveau des transformateurs, donc on va être sur des produits donc plutôt naturels. On n'a pas le droit d'utiliser de colorants et d'arômes chimiques de synthèse, ni d'exhausteurs de goût. On a un nombre d'additifs autorisés qui est fortement restreint. Un enrichissement en vitamines, minéraux, antioxydants qui est interdit en bio, sauf si c'est exigé par la loi, comme par exemple pour la réglementation des petits pots bébés, et les traitements ionisants qui sont interdits. Au niveau de l'élevage, on va être sur le respect du bien-être animal, donc avec des animaux qui ont accès à un parcours extérieur, une taille des bâtiments, densité des animaux limitée, chaque animal qui dispose d'un espace aéré, de lumière, d'une surface minimum, qui sont nourris avec une alimentation bio, et la santé des animaux axée principalement donc, sur la prévention. Et ensuite, donc, au niveau de la culture, donc on va être sur une culture sans produits chimiques de synthèse ni OGM, donc avec l'usage de produits chimiques de synthèse tels que les pesticides qui sont interdits, avec la prévention qui reste au cœur des pratiques de l'agriculture biologique. Et donc, on va privilégier des variétés de semences, des techniques culturelles spécifiques, des techniques mécaniques et des alternatives biologiques pour lutter contre les organismes nuisibles. Très rapidement, donc en termes d'histoire, on est sur une évolution donc très rapide puisqu'il y a une soixantaine d'années, donc on était sur une position un peu marginale et maintenant donc on est passé vraiment à une question centrale de société. C'est la démarche qui est la plus aboutie en termes de protection de l'environnement, de la biodiversité et du bien-être animal. Et donc vous retrouvez en dessous donc les principales étapes clés qui jalonnent cette histoire, avec, si on en retient quelques-unes, en 1985, l'homologation donc à l'échelon national du cahier des charges,
agriculture biologique et l'apparition donc du logo AB. 1991, l'adoption du règlement européen avec l'application production végétale dans un premier temps et année 2000, l'application production animale et le nouveau règlement donc en 2022 à venir. Avec donc quelques chiffres clés au niveau donc, des parts de marché, avec les chiffres publiés donc, par l'agence bio. En 2019, on a une augmentation de plus 14% du nombre d'engagés en bio en France, donc, ce qui est juste énorme, avec donc, la répartition des opérateurs. Donc, plus de 70 000 opérateurs donc, en 2019 engagés dans la filière, toute activité confondue. Donc, que ce soit les producteurs, les transformateurs, les distributeurs et les importateurs. En chiffres, donc c'est un marché qui atteint donc, pratiquement 12 milliards de chiffre d'affaires en 2019, avec donc 2,3 millions d'hectares qui sont cultivés en bio. Et en termes de consommation chez les Français, donc une moyenne nationale à 71% de Français qui déclarent manger donc au moins une fois par mois bio, 14% tous les jours. Et vous avez la répartition donc au niveau de la carte française avec notre région Provence-Alpes-Côte d'Azur qui est plutôt bonne élève parce qu'on a 78% de personnes qui déclarent consommer bio au moins une fois par mois et 7% qui déclarent manger bio tous les jours. Et à côté, donc, vous avez une petite image avec la répartition des surfaces et exploitations bio qui sont certifiées donc, au niveau du monde. Donc, on est vraiment sur un secteur qui est en pleine croissance avec vraiment une croissance qui est accélérée sur ces dernières années. Donc, si vous travaillez dans le secteur de l'agroalimentaire ou de la production, il est fort possible qu'à un moment donné ou à un autre, vous entendez parler de produits bio. Ensuite, donc, je vais vous présenter donc, nos métiers. Donc, on a 6 catégories de métiers différentes. Donc, on va avoir en premier la relation client. Donc là, vous accompagnez les clients dans leur démarche d'engagement. Donc, c'est vous qui vont contacter au moment où ils créent leur dossier pour s'engager dans la démarche. Vous allez identifier leurs besoins et entretenir la relation. Ensuite, donc, il y a le métier d'audit. Donc, ça, je reviendrai un petit peu dessus après. Donc, il va être là plutôt un audit de terrain au contact direct des clients pour assurer le respect des pratiques. Ensuite, on a le métier de la certification, donc je vais détailler aussi un peu plus, où globalement, vous allez centraliser, analyser les différentes informations relatives aux pratiques des clients pour pouvoir prendre une décision de certification. Ensuite, vous avez donc les fonctions support, donc tout ce qui va être globalement informatique. La partie conseil. Donc là, on va vraiment être sur une activité de conseil des clients par rapport à des projets qui peuvent nous soumettre pour améliorer les pratiques environnementales et de développement durable. Et dernier type de métier, ce qui va concerner la formation. Donc avec cette fois-ci le développement de solutions, donc en fonction des besoins des clients. Et ensuite, donc, vous retrouvez sur cette slide les différents secteurs sur lesquels nous intervenons. Donc, avec le secteur de l'agriculture et de l'agroalimentaire, le secteur des écoproduits, textiles, cosmétiques. Les écoproduits, ça va être tout ce qui est détergent et bougies parfums d'ambiance, par exemple. Et ensuite, donc, le domaine de l'environnement et du développement durable, avec à chaque fois donc, le périmètre du poste en France ou à l'international et les formations donc, requises. Ensuite, donc, voici une diapositive qui vous présente 5 raisons de nous rejoindre. Donc, la première, c'est le fait que nous soyons une entreprise engagée. Donc, c'est vrai qu'on n'est pas seulement organisme de certification, c'est important pour nous de nous impliquer dans le développement de l'accélération de la transformation des modèles économiques et responsables au niveau de la planète pour améliorer donc, les conditions à venir. Et c'est quelque chose du coup de motivant de travailler dans une entreprise comme celle-ci qui est engagée dans ce qu'elle fait.
Ensuite, donc, on a une présence à l'international, donc on est sur un gros groupe. On est un acteur historique de la bio, puisque donc, on était présent dès les débuts de la certification, dès 1991. Le développement des équipes, donc avec des équipes qui se développent de plus en plus pour suivre la croissance de l'activité. Et ensuite, donc, des espaces de travail agréables pour ceux qui travaillent dans les locaux. Ensuite, donc, je vais vous faire un petit zoom sur le métier d'auditeur et ça tombe bien puisque c'est donc le poste que j'occupe. Donc, en quoi consiste le métier? Donc, le métier d'auditeur, en fait, vous préparez, vous programmez et vous réalisez des audits en fonction des réglementations, des normes concernées, suivant les règlements ou les cahiers des charges que vous auditez. Donc, ça va être un métier de terrain, donc on va être en contact des opérateurs pour vérifier donc la conformité de leurs pratiques. Au niveau des secteurs, donc on a tous les secteurs qui sont concernés, donc l'agriculture, l'agroalimentaire, la cosmétique, les écoproduits, les textiles, l'environnement, la RSE. Les profils, donc on va être sur des profils de Bac+2 à Bac+5 suivant les domaines d'activité. Et les qualités, donc on va être sur des qualités de rigueur, d'autonomie pour pouvoir donc s'organiser dans la planification des audits, d'organisation, de bons relationnels puisqu'on va être au contact quotidien des opérateurs, du sens d'analyse et de la synthèse, donc pour pouvoir rédiger les rapports, analyser les situations, et capacité d'adaptation puisqu'on va être en contact de toutes sortes de profils différents, d'activités différentes, et donc ça nécessite de s'adapter donc au mieux à l'opérateur que l'on audite. Ensuite, donc, je vais vous faire un petit zoom donc, sur le métier chargé de certification pour terminer. Donc, en quoi consiste le métier? Donc, cette fois-ci, chargé de certification, c'est la personne qui va centraliser, analyser donc, les informations pour prendre des décisions de certification. Donc, ce sont eux, par exemple, qui vont traiter les rapports d'audit réalisés par les auditeurs et qui vont donc émettre les décisions de certification et réaliser le suivi des actions correctives proposées par les clients. Les secteurs, donc on retrouve de nouveau tous les secteurs concernés. Profil Bac+2, donc à Bac+5 également sur un domaine d'activité. Et qualité, on va retrouver des qualités un petit peu similaires donc à celle du métier d'auditeur, donc en termes d'organisation, de bons relationnels, du sens d'analyse et de la synthèse et de la diplomatie. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Donc, vous retrouvez les coordonnées du site et notamment le lien pour postuler. N'hésitez pas à aller faire un tour parce que très régulièrement, on met en ligne de nouvelles annonces puisque du coup, il y a une forte croissance au niveau de l'activité. Eh bien, merci Marie-Josée de nous avoir présenté ce métier d'auditrice. Donc, Fleur, j'avais une question à vous poser concernant les perspectives d'évolution de carrière dans les métiers de l'agroalimentaire. Oui, Natacha, alors effectivement, j'ai conclu la présentation avec cette slide qui expliquait qu'une fois qu'on était entré dans l'agro, on en ressortait rarement. Alors d'une part, il faut noter que il existe dans l'agroalimentaire et notamment dans les entreprises d'une taille certaine des vraies capacités, des perspectives d'évolution au sein de l'entreprise. C'est-à-dire que si on est bosseur et qu'on a envie d'y aller dans l'agroalimentaire, on progresse. Et il y a des perspectives d'évolution intra et aussi inter. C'est-à-dire que on peut très facilement passer d'une PME à l'autre au poste de directeur export et puis prendre de plus en plus, par exemple, de galons. Mais c'est vrai que c'est une caractéristique du secteur agroalimentaire que on va dire que ces perspectives d'évolution qui sont ancrées et qui peuvent expliquer par ailleurs pourquoi il y a peut-être peu de gens qui quittent l'agro parce qu'effectivement c'est un secteur qui permet d'évoluer aussi bien en ascenseur dans une même entreprise, mais pourquoi pas d'une entreprise à l'autre au sein du même secteur, en occupant les postes évidemment qui font sens et en développant son expertise, en allant d'un poste d'une entreprise à l'autre. Donc on peut dire que oui, alors on n'est pas non plus dans la finance, hein, c'est-à-dire que ça reste, entre guillemets, si l'objectif c'est d'être le plus riche du monde, partez de bosser dans la finance.
Mais en revanche, si l'objectif c'est d'avoir une carrière construite avec des perspectives et du sens et une progression, l'agroalimentaire, ça apporte pas mal de réponses. Ouais. Merci. Et donc, de toute façon, chers étudiants, si vous avez des questions à poser aux différents intervenants, eh bien, n'hésitez pas. On a mis l'adresse Internet sur laquelle vous allez pouvoir poser vos questions et les intervenants vont y répondre dans les semaines qui viennent. J'avais une autre question pour vous, Marie-Josée. C'était au niveau des bons côtés et des difficultés de ce métier d'auditeur. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Alors, je vais vous donner ma vision personnelle hein, pour ce qui me concerne. Donc, au niveau des bons côtés, moi, ce qui me plaît, c'est qu'on a une grande diversité des opérateurs qu'on contrôle. C'est très diversifié, donc du coup, je m'ennuie jamais. Parce que je suis quelqu'un à la base qui s'ennuie vite quand je fais tout le temps la même chose. Et c'est vrai que là, du fait d'être tous les jours chez un opérateur différent, on va avoir des tailles de structures différentes, des artisans, des grosses multinationales, des PME, on va avoir des fonctionnements différents, des secteurs d'activité différents. Donc, un matin, je vais être dans une boulangerie, ensuite, je vais être dans une conserverie, une chocolaterie, une entreprise qui fait des cosmétiques. Donc, ça va être très diversifié. Donc, ça, c'est vraiment un côté moi, qui me plaît et que je trouve très enrichissant aussi humainement. Et professionnellement, parce que ça me permet d'apprendre énormément de choses, beaucoup plus que si j'étais en poste dans une entreprise fixe. Après, le deuxième bon côté, c'est que je trouve ça valorisant voilà, de se lever le matin et puis se dire qu'on contribue à l'amélioration de la planète, à faire quelque chose, à faire avancer les choses par rapport à ça. Donc, c'est motivant. Et le troisième point qui me plaît beaucoup aussi, c'est le côté autonomie. Donc, autonomie au niveau de l'organisation du travail, de la planification des audits, au niveau des responsabilités. Donc, c'est quelque chose de très valorisant aussi, de pouvoir être autonome dans ce qu'on fait. Après, au niveau des moins bons côtés, ça va dépendre un petit peu de la personnalité de chacun. Je pense que c'est un métier où il faut savoir travailler seul parce que du coup, vous êtes seul chez le client. Donc, il y a moins de relations entre collègues que ce qu'il ne peut y avoir dans d'autres entreprises où vous allez prendre le café tous les jours avec tel ou tel collègue. Donc là, c'est vrai que vous allez avoir des réunions avec les collègues, mais beaucoup plus espacées, beaucoup plus à distance. Et au final, donc, vous êtes beaucoup en autonomie chez les clients que vous contrôlez. Il peut y avoir les déplacements suivant les secteurs. Moi, j'ai la chance d'être sur un secteur où il y a beaucoup d'activités bio, donc c'est vrai que le secteur est assez concentré. Donc, j'ai peu de déplacements, mais il y a certains secteurs où les opérateurs sont un petit peu plus éparpillés, l'activité est moins dense et du coup, donc, il y a plus de déplacements à prévoir. Donc, il faut aimer quand même faire des déplacements. Et après, peut-être aussi un métier donc, où il faut quand même avoir un petit peu de caractère, parce que suivant les personnes sur qui vous tombez, il faut savoir un petit peu des fois voilà, s'affirmer, ne pas se laisser influencer, infléchir par rapport à des décisions d'écart et par rapport à ce que peut vous dire l'opérateur qui est devant vous, qui n'est pas toujours forcément content de ce qui est noté. Donc, je pense qu'il faut voilà, être un petit peu avoir un petit peu de caractère pour s'affirmer par rapport à certains profils. Eh bien, merci beaucoup pour votre présence dans cette conférence. Nous allons donc prendre vos questions si vous en avez et on transmettra aux différents intervenants qui vous répondront dans les semaines qui viennent. Donc, merci beaucoup d'avoir suivi cette conférence et à bientôt. Merci, au revoir. Merci, Merci, au revoir.